Ok, merci. Bonjour à tout le monde et surtout à ceux qui ont posé des questions. Je vais essayer en un quart d'heure maxi de répondre à la question principale, à savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur le problème de restitution. Parce qu'il y a des informations contradictoires qui circulent un peu partout. Pour d'aucuns, ça y est, la France a décidé de tout restituer. Et la vérité, je vous le dis d'emblée, est autrement. Madame Bachelot a été très claire, la ministre de la Culture de France. Il n'y aura pas de nouvelles restitutions avant 2002, c'est-à-dire la fin de leur mandat. Et les choses telles qu'elles sont ne se passeront qu'à titre exceptionnel ou dérogatoire. Donc, moi, j'ai envie de vous faire une réponse de raison, mais aussi de m'adresser avant tout aux Africains. Parce que nous ne sommes pas toujours sérieux dans ce genre de combat. Qu'est-ce qui se passe? La restitution, ou tout au moins la revendication des objets, des biens culturels qui ont été spoliés pendant la période coloniale, ne date pas d'aujourd'hui. Dès les années 56, elle fait déjà partie de la revendication des promesses de l'indépendance. En 1961, on la retrouve dans la charte de Casablanca. En 1966, elle est déjà dans le Festival des Arts Nègres de Dakar. Et en 69, ça se reprécise au Festival panafricain d'Alger. Donc, en dehors de cet aspect événementiel, il y a l'aspect diplomatique que nos parents ont mis en place. Ce n'est pas par hasard que Amadou Matarmbo, un Africain, se retrouve propulsé à la tête de l'UNESCO. Le combat va donner une convention en 1970 qui permet, sur le papier, qu'on retrouve la plénitude de nos droits. Mais la France, en tant que puissance, va jouer le dilatoire pour ne pas respecter cet accord international. La France n'entérinera cela qu'en 1997, c'est-à-dire 27 ans plus tard. Entre-temps, elle va mettre en place tout l'arsenal juridique pour verrouiller le processus. Aujourd'hui, les gens viennent nous parler avec de la hauteur du caractère inaliénable, incessible, insaisissable du patrimoine public français. Mais tout cela a été verrouillé quand? Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, il faut bien que tout le monde le comprenne. Et je m'adresse beaucoup plus aussi aux jeunes Africains de France, qui comprennent que ce n'est pas une polémique de haine, ce n'est pas une question juridique, je dirais, uniquement pour faire du juridisme. C'est d'abord une question politique. Un pays qui ne veut pas appliquer une convention internationale et qui attend 27 ans pour verrouiller est venu nous dire que voilà, ça y est, vous voyez, ma loi a changé, je ne peux plus appliquer. Nous avons donc attendu 50 ans. Je dis bien 50 ans. Parce que lorsque nous, à Nantes, on commence à préparer l'agenda 2020 en 2015, 5 ans avant, vous verrez que c'est là où on décide que chaque année, il y aura l'Afrique aux Journées européennes du patrimoine. En 2016, 50 ans après le sommet de Dakar, le Bénin, en tant que pays pionnier, fait sa demande. La France refuse de façon gaillarde. Et c'est également à Nantes, le 17 septembre 2016, que nous nous levons pour dire que bon, puisque nos États sont humiliés et que nos États n'iront pas très loin, eh bien nous prenons l'affaire en main. Alors, je n'irai pas dans l'auto-histoire. J'aimerais simplement que tout le monde retienne au moins deux choses. La première, c'est que la tactique qui concerne à recourir à son Parlement pour échapper à une réponse internationale ne date pas d'aujourd'hui. Nous, on savait que ça arrivera comme ça. On savait.
que la France, et c'est ce qui s'est passé avec M. Macron, lorsque le lobbying a commencé à monter en puissance en 2017, nous étions en accord avec le Bénin. Nous sommes allés au Bénin, ainsi de suite. Nous avons constitué le dossier. Nous avons vu les erreurs de nos ancêtres. Nous avons fait un lobbying. Eh bien, M. Macron ne pouvait faire autrement que de jouer comme il a fait là. Et de nous dire que voilà, écoutez, j'ai compris, je ferai tout pour vous rembourser, pour vous rendre, restituer vos biens, mais je dois d'abord passer à convaincre mon propre peuple. C'est-à-dire passer par le Parlement français pour éventuellement contourner la loi, pour éventuellement la modifier, mais tout au moins jouer la démocratie. Ça, c'est la première chose. Et les Africains, nous n'étions pas tous d'accord dans la stratégie, mais celui qui était notre chef et qui l'est toujours, le président Talon, on s'est dit, c'est la sagesse qui doit jouer. Ce n'est pas les petites agitations ou nos connaissances d'intellectuels. C'est d'abord la sagesse. Qu'on laisse la France aller donc consulter son peuple, qu'on laisse M. Macron jouer de cette façon-là. Ça, c'est la première chose que vous devez tout savoir. La deuxième vérité, c'est que lorsque le rapport qu'il a commandé à Felwine Sarr et à Mme Savoie est sorti, la résistance en France a été farouche. On savait que ce ne sera pas facile, mais c'était terrible. C'est-à-dire que vous allez voir comment les gens se battent pour garder les ancêtres des autres, pour garder les ossements d'Africains, pour garder des statuettes, ainsi de suite. Donc, c'était autre chose qu'un dossier technique. Et là encore, nos dirigeants, nous nous sommes tombés d'accord pour rester calmes. Pour rester calmes, d'aller jusqu'au bout. De voir, cette fois-ci, d'analyser les astuces qui vont être mises en place pour ne pas donner une réponse positive. C'est pour cela que beaucoup d'Africains nous en veulent. On me demandera, mais Thomas Bouli, vous étiez où? Ça fait presque un an que la loi est sortie, c'est aujourd'hui que je commence à parler. Il faut donc savoir, à notre décharge, que, en tant que panafricaniste, même panafricain, il faut respecter la souveraineté d'un État. Il n'y a pas encore eu de débat vraiment de fond avec le gouvernement français sur ce dossier. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ne concerne que la France. Puisque vous avez vu qu'en même temps, ici à Nantes, nous avons créé une réunion internationale. Vous avez vu que le débat a eu lieu en Belgique, a lieu en Allemagne, a lieu en Angleterre. Et ce n'est pas le fait du hasard. Nous ne travaillons pas seuls. Donc, il faut respecter la souveraineté de l'État français. Franchement, africain. Quelqu'un vous doit vos biens. Il les a volés, il les a arrachés. Il dit, voilà, je veux bien vous remettre votre patrimoine. Mais laissez-moi d'abord aller m'arranger avec mon peuple. Vous le laissez aller s'arranger avec son peuple. Et après, il va verrouiller ce qu'il a déjà fait. Donc là où nous sommes, où je plaide mea culpa, c'est que nous savions que c'est comme ça que nos ancêtres ont été dupés il y a 50 ans. C'est comme ça qu'on nous a eu le professeur Ebader Thiam m'avait bien expliqué comment ça s'était passé. Et nous sommes encore tombés au piège une deuxième fois. Pire, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on s'aperçoit au cours, et moi je l'avoue aujourd'hui, c'est en analysant le dossier, en suivant le processus parlementaire, point par point, jusqu'au rapport des sénateurs, jusqu'aux éditions, on a tout suivi. C'était notre rôle comme centre de ressources à Nantes. Nous ne sommes pas des politiques ni des États, ni même des activistes. Notre rôle est scientifique, d'experts. Et c'est là où je m'aperçois que pratiquement tout l'agenda 2020 qui était prévu pour affronter la France, pour affronter, demander l'aggiornamento,
Nous, on est de la diaspora, on n'est pas des ennemis de la France. La plupart d'entre nous avons d'ailleurs la double nationalité, sommes français. Nos enfants sont ici. Donc on n'a pas intérêt à aller faire une guerre inutile. Au contraire même, nous voulons la négociation et le dialogue. Donc, on a donc engagé cette affaire-là en sachant qu'il y avait un risque. Et on s'aperçoit en mi-chemin que M. Macron a une tactique terrible. C'est-à-dire que la plupart des problèmes, au lieu d'aller dans la négociation internationale, il nous dit voilà, on va s'arranger entre nous, on ne va pas faire la guerre devant les juridictions internationales, on va aller, le mot qu'ils utilisent, c'est l'apaisement. Alors je donne un exemple, celui du franc CFA. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Il y a eu des discours, il y a eu la montée en puissance, autant nous autres, on a travaillé à Nantes sur la question du patrimoine, autant d'autres Africains aussi, dans d'autres surfaces et dans d'autres circonstances, ont lutté et continuent à lutter pour le combat du franc CFA. Eh bien, est-ce que vous savez aujourd'hui que c'est le Parlement français qui a en quelque sorte le dernier mot? Parce que lorsque les Africains ont commencé, il nous a dit, voilà, écoutez, je vais consulter mon peuple. Et quand il consulte son peuple, on connaît le résultat, puisque c'est lui qui a l'Assemblée nationale. Alors, autre exemple qui est encore plus flagrant et qui concerne même, puisque ça se passe en même temps que la loi sur la restitution, c'est avec Madagascar. La France a confisqué les territoires malgaches, les fameuses terres éparses. Le général de Gaulle tonitruait avant les indépendances qu'il n'est pas question de les rendre à Madagascar. Il y a eu des problèmes avec le président Tsiranana. Il y a eu des problèmes même avec Ratsiraka qui est venu. Bref, Madagascar, depuis des années, revendique son territoire. Or, je n'ai pas les chiffres en tête, je peux vous dire que c'est au moins le tiers des eaux maritimes de la France. C'est-à-dire que sans ces territoires épars, là, tout autour de l'océan Indien, le patrimoine maritime de la France sera réduit. Donc, finalement, les Africains sont tombés d'accord en laissant leurs égoïsmes pour décider de soutenir Madagascar. Parce que moi, je le dis, Madagascar est un pays africain. Qu'on arrête de nous raconter n'importe quoi là-dessus, de nous diviser là-dessus. L'Union africaine et tout le monde a donc décidé de soutenir Madagascar dans les juridictions internationales. La France a demandé un modus vivendi pour négocier. Et c'est le même mode opératoire qui a été utilisé, de dire aux Malgaches, écoutez, on va s'arranger, on va aller consulter notre Parlement, et puis on reviendra avec vous, et puis les choses vont s'arranger. Mais, sauf que, quand vous lisez les travaux parlementaires sur ces projets de loi-là, sur les terres éparses de Madagascar, vous allez tomber des nues. Les choses ont été faites de façon à ce que la réponse du Parlement et même du Sénat, qui bavarde beaucoup là, soit négative. Donc on a confisqué les terres malgaches, je dirais, ad vitam aeternam. Et cette affaire-là se passe quelques semaines avant la restitution d'un objet d'art symbolique au niveau du pouvoir malgache. Alors, je le dis, ce n'est pas pour culpabiliser qui que ce soit, mais pour avouer d'abord nous-mêmes que le hasard a voulu que notre génération tombe sur ce combat-là et qu'on se dise 50 ans, ça suffit, on va y aller. Mais on est tombé pratiquement sur la même chose. On est tombé sur des gens qui nous ont eu en nous amenant dans cette direction-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne voudrais pas rentrer dans les détails parce que nous devons respecter, comme je l'ai dit tout à l'heure, la souveraineté de l'État français. C'est un Parlement qui représente les Français, qui a été démocratiquement élu, même s'ils ne sont pas tombés d'accord. Vous savez que la commission mixte parlementaire n'est pas tombée d'accord. Les sénateurs ont refusé de voter, mais les gens vont vous dire qu'il y a eu unanimité. Il n'y a pas eu d'unanimité. Et je n'entrerai pas dans leurs histoires, parce que je n'aimerais pas que quelqu'un vienne entrer dans les histoires du Parlement camerounais.
c'est une posture un peu, je dirais, suicidaire. Mais ça nous a permis d'observer. Ça nous a permis de voir. Et souvenez-vous, au début du débat parlementaire, le président Patrice Talon a émis un avis diplomatique, tout simplement qu'on n'est pas content, qu'il n'est pas satisfait de la tournure des événements. Et lorsqu'un chef d'État parle, il a moins de liberté que vous pensez. Mais sa parole suffit déjà. Et nous nous sommes donc mis au travail. Parce qu'à partir de ce moment-là, on savait que les choses sont déjà perdues et qu'il va falloir qu'on trouve un plan, si ce n'est un plan A, tout au moins un nouveau plan B pour pouvoir nous en sortir. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, il est évident qu'en tant qu'expert, entre guillemets, quelqu'un à qui beaucoup ont fait confiance, ce n'est pas sur la place publique que je viendrai vous dire quelle est la situation, mais on ne peut pas venir ici jouer avec toutes les questions qui m'ont été posées. Je ne peux pas venir jouer l'analyste neutre. Je vous dis que nous nous sommes battus, on a préparé ce combat, on avait déjà nos dossiers 5 ans avant. Lorsque le Bénin a essuyé un refus, vous avez vu tout de suite, nous sommes sortis de l'eau. Et vous avez vu que tout de suite aussi, en dehors du dossier, lorsque les vendeurs d'art, entre guillemets, se sont mis à disperser le patrimoine africain, nous n'avons pas hésité à sortir. Donc, le texte que je vais parcourir a été fait, je crois, le 4 novembre 2020, c'est-à-dire pendant la session parlementaire. Le président Talon, qui est notre chef, avait parlé que nous devions rester calmes. On devait suivre la sagesse de nos anciens, que lorsque un ami avec qui vous devez négocier ce qu'il vous doit vous amène dans un endroit, vaut mieux le suivre ou même faire semblant de le suivre. Chez moi, les écans, on dit ça veut dire que lorsqu'un enfant s'agite beaucoup, ou quelqu'un s'agite, vous le laissez faire. Mais vous suivez pas à pas qu'est-ce qui va être fait. Donc, pour répondre à vos questions, je dirais que analyser la situation, la décrire, faire des reproches ne sert à rien. Il faut se tirer d'affaire. Et il y a 5 points. Et ce que je vais vous lire a été envoyé au Parlement, aux autorités africaines comme françaises, et soumise à la réflexion de tout un groupe. Il y a 5 points essentiels. Le premier point, c'est que on l'a intitulé l'inévitable cadre multilatéral. Cela veut dire que le problème de la restitution des patrimoines, ce n'est pas une affaire unique de la France et de quelques pays africains. On est dans un contexte international. On est dans un contexte de conventions et d'accords internationaux. La France a donc pris sa décision toute seule. Elle n'a consulté que son Parlement. Nous aussi, on a des pays, bon, certains rigolent, démocratiques. Pourquoi le Bénin aurait aussi pu consulter le Parlement béninois pour accepter la loi que la France proposait? Mais on a joué le jeu. Pourquoi? Parce que la question est internationale, comme je vous ai dit. Donc, il y a d'abord le contexte européen. Aujourd'hui, vous allez voir que la Belgique a pris de l'avance. L'Allemagne a accepté de restituer. Les pays scandinaves, la Grande-Bretagne discute avec la Sierra Leone, le Nigeria, ainsi de suite. Donc, la question est au niveau européen. Or, les Européens ne peuvent pas constituer un cartel d'anciens pays coloniaux. Donc, il faut amener le débat maintenant dans le cadre européen. Parce que le débat asymétrique entre un pays, la France, et un continent est déjà assez sclérosé et assez fatigant. Et ce qu'on voit là aujourd'hui doit amener nos politiques à changer de calibre. Ça, c'est l'une chose. L'autre chose, c'est que l'Europe elle-même
a essayé de débattre, mais ils ne sont pas parvenus à un accord formel. Mais nous ne savons pas comment ils se concertent entre eux. Ça, c'est une chose. Maintenant aussi, la concertation africaine. Je rappelle tout simplement que Casablanca 2061, Dakar 65, Alger 69, Accra 75. Je rappelle que l'article 26 de la dernière charte culturelle africaine concerne cette restitution. Je rappelle que l'article 28 oblige les États africains à garantir les conditions appropriées pour sauvegarder et protéger ce patrimoine restitué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États africains doivent respecter leurs engagements continentaux. Pourquoi est-ce que chacun va aller tout seul, aller réclamer sa part, alors qu'il existe une charte africaine, alors qu'on a signé ces outils? Le combat a toujours été collectif. Donc il faut qu'à un moment donné, on retourne en Afrique, on retourne entre nous et qu'on rappelle à tout le monde qu'il y a des engagements qui ont été signés. Troisième chose, c'est le dispositif international. Beaucoup de gens ont été choqués quand Mme Roselyne Bachelot, que j'aime par ailleurs beaucoup, elle est de notre région ici. Quand Maman Bachelot se lève et qu'elle recuse l'UNESCO, qui est l'organisme fêtier international. Donc cela veut dire qu'elle rejette l'expertise des Nations Unies qui ont conféré à cette organisation un certain nombre de crédits en termes d'action. Et ça choque d'autant plus que l'UNESCO a son siège à Paris. Et ça choque encore plus parce que l'UNESCO est dirigée par une Française. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la France est au-dessus de toutes les règles internationales. Elle ne veut pas appliquer une convention depuis 1970. 50 ans après, on veut la mener à la discussion et elle va nous pondre une loi, excusez-moi du terme, qui verrouille encore davantage. Donc, je conclus ce premier point, c'est de dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Il n'y a plus de choix. Il faut retourner à la dimension internationale. Maintenant, les diplomates africains, c'est à eux de voir. Est-ce que ce sont des négociations frontales? Est-ce que ce sont des négociations, je dirais, multilatérales? Comment ça va se faire? Mais il faut qu'on soit honnête. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point concerne ce qu'on appelle la démarche juridique elle-même. La France a décidé de légiférer au cas par cas. Alors qu'elle pouvait faire une loi cadre. Et il y a un livre qui est sorti dernièrement de Philippe Baquet, Un nouvel ordre noir, où il reprend un peu mon analyse quelque part. Et l'analyse, notre analyse est simple. Quand on regarde le nombre d'objets qui sont déclarés dans le rapport qui est connu, il faudrait 3000 projets de loi, comme celui qu'on a vu là. 3000 projets de loi. Cela veut dire 3000 conseils des ministres. Alors, quand on fait un petit calcul, qu'un conseil des ministres chaque semaine en France, cela veut dire qu'il faut déjà 60.